ans de travaux, c'est maintenant qu'on va pouvoir tout vous dire sur ce rapport de durabilité, comment concevoir et organiser et comment structurer votre information du rapport de durabilité, c'est maintenant. Bonjour à tous et merci d'être si nombreux ce matin sur notre webinaire consacré au rapport de durabilité. Quelques petites informations générales avant de commencer. Donc, c'est un direct. Vous avez la possibilité de poser vos questions directement dans cette barre qui se situe sur le côté droit de votre écran à tout moment. Et on va prendre les questions au fil de l'eau. On ne pourra peut-être pas prendre toutes les questions, mais toutes les questions seront répondues au fur et à mesure ou dans les prochains jours. N'hésitez pas aussi à partager ce webinaire pour le revoir puisqu'il sera disponible dans son intégralité en différé. Et puis, c'est un webinaire interactif. Et donc, du coup, on va pouvoir aussi, vous poser des questions. Et donc, je vais commencer sans plus attendre par la première question pour vous, qui est, pour moi, le modèle d'affaires doit se trouver, réponse A, dans un rapport intégré ou dans les pages introductives de votre ERD. Réponse B, dans le rapport de durabilité, ou réponse C, aux deux endroits. Et donc, du coup, vous allez pouvoir maintenant voter et nous regarderons un petit peu plus tard les réponses que vous avez pu mettre pendant à cette question et on pourra les commenter. Donc, ce matin, deux tables rondes. La première sur la présentation du rapport de durabilité idéal selon Labrador, le fruit de 2 ans de travail. On va tout vous expliquer sur ce qu'on a fait. Et puis, comment l'intelligence artificielle peut vous faciliter le travail dans la conception de votre URD. Donc, applicable depuis le 1er janvier 2024, la directive européenne Corporate Sustainability Reporting Directive fixe de nouvelles normes et des obligations de reporting extra-financier. Elle sera obligatoire progressivement, comme vous le savez, jusqu'en 2028 pour toutes les entreprises. Mais plus qu'une obligation de reporting, nous pensons que c'est une véritable opportunité pour le lecteur d'obtenir une information claire et transparente sur les enjeux dits doublement matériels pour les entreprises. C'est pourquoi nous pensons que ce reporting doit naître un rapport de durabilité conforme à la norme, pensé pour le lecteur et enfin prêt pour le tagging dans les années futures. Alors, j'ai avec moi 2 expertes du rapport de durabilité. Tout d'abord, Julia Lequeiroz, qui est directrice conseil chez Labrador, experte de la transparence et qui est aussi en charge de la recherche. Merci Julia de te joindre à nous ce matin. Bonjour à toutes et à tous. Et puis Gaëlle Le Guen, grande habituée de nos webinaires maintenant, consultante conseil senior, qui a beaucoup aussi œuvré sur ce rapport de durabilité. Merci à toutes les deux de votre présence. Et bonjour à tous. Alors peut-être la première question que j'ai, on va rentrer dans ce rapport de durabilité plus en détail, mais j'ai envie de dire pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi ces 2 ans de travail, qu'est-ce qui nous pousse aujourd'hui à vous présenter un document aussi complet? J'ai envie de dire que c'est une nouvelle réglementation et comme je pense les auditeurs qui sont de l'autre côté de l'écran le savent, Labrador s'est spécialisé dans cette information réglementée que l'on cherche à rendre la plus utile pour un lecteur et qui peut créer de la valeur pour l'entreprise. Donc, on a pris cette nouvelle réglementation, comme on prend tout le reste, toutes les autres informations d'entreprise, et on a essayé de voir ce qu'on pouvait en tirer. On a beaucoup parlé de reporting, mais pour nous, c'était pas juste un exercice de reporting. Et du coup, on a essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait rendre cette obligation, transformer, comme tu l'as dit, cette obligation en opportunité, pour pouvoir avoir une information beaucoup plus accessible, beaucoup plus comparable et véritablement pensée pour un lecteur final, puisque ce document est quand même destiné à un lecteur
Exactement, il ne faut pas oublier le lecteur. Et donc, combien de personnes ont travaillé sur ce rapport de durabilité? Alors, toute une équipe avec nos experts, et je veux citer notamment Corinne, avec laquelle on a commencé l'exercice en créant un super tableau Excel qui nous a été livré ensuite par l'EFRAG, mais ça nous a vraiment permis en fait de rentrer dans le sujet et de voir au fur et à mesure qu'on décortiquait la norme, les endroits où il nous semblait utile d'aller plus loin que ça et peut-être de se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas mettre une infographie, est-ce qu'on ne transformerait pas cet attendu en tableau? Et on a déjà là commencé à entrevoir ce que pourrait être le rapport de durabilité. Puis ensuite, on a travaillé avec les graphistes, les directeurs artistiques pour essayer de donner corps, pour essayer de formaliser toutes ces idées qui sont nées dans l'épluchage ou le décortiquage de cette norme. Et ce rapport, il a été présenté à des instances, il a été présenté à l'AMF, à la FEP, au MEDEF, voilà, oui, on l'a présenté parce qu'effectivement, on a travaillé quelque part en chambre avec nos convictions, nos partis pris, avec les experts. Et effectivement, on a présenté ce rapport à différentes instances, rapport qui a eu qui a été reçu plutôt positivement. Bien accueilli. Voilà, bien accueilli. Nos partis pris ont été compris. Et ces échanges aussi nous ont permis d'aller plus loin, d'affûter certaines choses, peut-être de revenir sur certaines choses. Et c'est un document qui est en pleine évolution, qui continue à évoluer, on continue à l'enrichir. Et effectivement, celui que tu as entre les mains, finalement, aujourd'hui, il est déjà un cran, une version plus loin. Parce que c'est un document avec toutes les missions que nous menons en ce moment, qu'on continue à faire évoluer et qui va continuer à évoluer puisque nous n'en sommes qu'au début. Super. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va regarder plus en détail un certain nombre de ces pages de ce rapport et puis rentrer dans un certain nombre de détails. Et puis, on va commencer par le sommaire parce que c'est globalement les premières pages. Donc, on regarde un peu la structure pour comprendre comment est-ce que nous, on a voulu le structurer. Il y a quand même une norme qui est très précise. Pour autant, j'ai quand même l'impression que on a une flexibilité dans la structure qu'on peut mettre en place dans ce sommaire. Alors, une flexibilité, c'est vrai que la norme cadre les choses. C'est assez précis. Je pense, d'ailleurs, si on lit les dernières recommandations de l'EFRAG, AMF, il faut se conformer à la norme. Toutefois, nous, on a quelques convictions et on a effectivement choisi peut-être d'aménager quelques éléments. Notamment, on a dès le début, pour le coup, c'est quelque chose qui nous est apparu assez clairement dès le début, c'est fait le choix de pouvoir regrouper certaines informations quand ça faisait sens pour un lecteur. Forcément, ça dépend de chaque entreprise, du secteur d'activité et de son niveau de maturité, mais en tous les cas, on se laisse la possibilité de faire des regroupements. Et du coup, le chemin de fer, même s'il suit, nous, on a respecté la norme, parfois, il y a peut-être des choses qu'on a choisi de ne pas suivre conformément, à la lettre. D'ailleurs, on se rend compte, là aussi dans l'émission qu'on est en train de mener, que les auditeurs qui étaient plutôt très partants pour un sommaire très, très normé, commencent à accepter, ou en tout cas commencent à se ranger à cette façon de voir, de pouvoir regrouper certaines informations, parce que sinon, on se retrouve dans un exercice de répétition qui parfois n'est pas très utile et en tout cas pas très pertinent pour un lecteur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que l'on a faite également, c'est de rappeler pour chaque enjeu, tout au long du sommaire, la nomenclature des normes, parce que ça va permettre de faciliter la recherche d'informations, puis ça va permettre aussi de faciliter le tagging qui va venir là dans les 2 années qui viennent. On le voit ici, les nomenclatures des normes qui sont répétées dans le sommaire de manière à pouvoir garder cette information-là de manière beaucoup plus précise. Dans les sous-sommaires également, et donc tout au long du document, ça c'est aussi un autre parti pris. Je pense que sur ce point, tout le monde converge. Voilà, dans tout ce qu'on a pu voir. On a aussi décidé d'intégrer le plan de vigilance, en tout cas de le mettre dans ce chapitre, à la fin de toute la partie rapport de durabilité, parce qu'il y a des informations qui sont un peu communes aux 2 parties. Et du coup, pour nous, ça faisait sens de garder le plan de vigilance dans ce chapitre.
Et puis, on peut se permettre aussi, moi, j'ai découvert la conduite des affaires, donc je n'ai pas trop bien compris ce que ça venait faire dans le rapport de durabilité. On a le G dans les exigences, donc la troisième lettre après environnement et social, le G qui est gouvernance. Sauf que nous, on trouve que ça peut prêter à confusion quand on dit gouvernance. On se pose toujours la question, c'est gouvernance, c'est le chapitre gouvernement d'entreprise ou c'est vraiment gouvernance. Et donc, comme il n'est question que de conduite des affaires, nous, on a pris le parti pris choisi, c'était d'appeler ça conduite des affaires. Voilà, qui dit finalement l'information qu'on va trouver dans ce chapitre. J'ai une question qui vient amener ça, qui dit est-ce que Labrador recommande de respecter l'ordre E, S et G? Alors, nous, on l'a respecté là et c'est la recommandation qu'on ferait. D'ailleurs, parce que ça va permettre à un lecteur de savoir tout de suite, de se retrouver dans des sommaires qui sont assez standards, donc de faciliter l'accès à l'information. Maintenant, je sais qu'il y a certaines sociétés qui ont décidé de ne pas respecter cet ordre-là. Nous, ce serait notre recommandation, c'est de le respecter. Très bien. J'ai une autre question qui nous dit où peut-on trouver ce rapport? Alors là, je vais répondre. Ce rapport, il n'est pas disponible publiquement, mais on peut tout à fait venir vous le présenter beaucoup plus en détail et faire une réunion bien spécifique sur ce sujet. N'hésitez pas à nous contacter en fin de webinaire. Alors, on avance dans ce rapport de durabilité où on commence à feuilleter les différentes pages. Et puis, moi, quelque chose qui m'interpelle dans ce rapport de durabilité, c'est que il y a quand même pas mal d'informations qu'on retrouve ailleurs dans d'autres documents. Et donc, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les informations qui avant se trouvaient dans le chapitre de la gouvernance, dans le chapitre des risques, on les regroupe toutes dans le rapport de durabilité? Alors, non, pas du tout. On ne regroupe pas tout dans le rapport de durabilité. On ne met dans le rapport que ce qui concerne la durabilité. Et si certains sujets sont traités dans d'autres chapitres, et là je pense à la gouvernance, aux risques ou autres, les activités du groupe, etc., on peut tout à fait faire un renvoi dans le chapitre de durabilité. Notamment, par exemple, la rémunération, quand on parle des critères ESG dans le chapitre gouvernement d'entreprise, il n'est pas nécessaire de le répéter dans le rapport de durabilité. On peut simplement faire un renvoi. Par exemple, comme on voit là sur ces premières pages, on parle de gouvernance de durabilité, on va aller faire des extraits spécifiques là sur la page suivante sur la cartographie des compétences ESG. Donc, c'est un élément de la gouvernance. C'est les compétences ESG au sein du conseil d'administration. On les donne dans le rapport de durabilité. Mais on pourrait, aussi le laisser dans le chapitre de gouvernance et faire un renvoi vers le rapport de durabilité. C'est possible dans un sens comme dans un autre. C'est possible dans les deux sens. Après, on peut aussi faire un focus, notamment là, on parlait des compétences, on peut très bien faire un focus sur les compétences ESG des membres du conseil et en profiter pour préciser si ces compétences sont plutôt en matière d'éthique, en matière de climat, etc. Voilà, mais faire ces renvois, ça va aussi nécessiter… Pardon, Juliette, tu voulais peut-être ajouter quelque chose? Faire ces renvois, ça va aussi nécessiter une bonne coordination entre les différents contributeurs concernés par les chapitres et le coordinateur de l'URD, puisqu'il s'agira évidemment d'être cohérent. Et voilà, mais il n'est pas nécessaire de doublonner l'information. Oui. Donc, quand on est… Pardon. Le point de vigilance que je souhaitais apporter, c'est que il faut s'assurer que dans les parties, quand vous renvoyez, il faut s'assurer, bien sûr, que l'information est conforme à l'attendu de la CSRD. Il n'est pas question d'avoir une manière d'aborder le sujet dans le rapport de durabilité et de ne pas respecter cette manière dans les autres chapitres. D'où, comme le disait Gaëlle, la bonne coordination tous ensemble, toutes les personnes responsables des différents chapitres, pour qu'on soit bien sûr qu'on est bien dans le niveau d'information qui est attendu. Mais du coup, est-ce qu'il vaut mieux faire un rapport de durabilité autonome ou un rapport de durabilité qui est un simple chapitre de l'URD? Le rapport de durabilité est un élément du rapport de gestion. Donc, à ce titre, c'est un chapitre pour toutes les sociétés qui font un document d'enregistrement universel, c'est un chapitre de l'URD. Donc, il doit être là. Bien sûr, les sociétés qui ne sont pas soumises à la publication d'un URD, elles auront un rapport de durabilité
dit autonome dans lequel ils auront à mettre toute l'information. C'était la question qui venait de se poser. Donc, on a les mêmes connexions avec nos participants. Du coup, j'avance sur ce rapport de durabilité. On continue à feuilleter sur les différents éléments. Et puis, il y a un élément qui n'est pas nouveau. Hein, c'est l'élément qui existait déjà dans la DPEF, c'est la feuille de route. C'est un élément important qui, du coup, devient une exigence sur la CSRD. Alors, ce n'est pas une exigence de la CSRD, comme ce n'était pas une exigence de la DPEF. Là, c'est une bonne pratique, ça fait partie de nos convictions. Et dans le rapport, pour le rapport de durabilité, on a la même conviction. On pense qu'il est pertinent, que ça fait sens pour un lecteur de pouvoir lui proposer en fait une entrée dans l'information avec des éléments plus travaillés, plus pédagogiques et qui offrent une vue globale. Là, l'avantage d'une feuille de route telle que celle que vous voyez à l'écran, c'est que ça permet d'avoir dans un tableau, enfin en tout cas de forme globale, la démarche de l'entreprise, quels sont ses enjeux les plus matériels, les politiques qu'il a mis en place et les résultats qu'ont donné ces politiques. D'ailleurs, on peut tout à fait ensuite reprendre une partie de ce tableau pour introduire dans chacune des grandes thématiques qui vont être développées par la suite, remettre en lumière en fait tous ces enjeux matériels, ce qui permet, ça va éviter à chaque fois de retourner à la matrice de double matérialité et on peut lire la suite en fait en ayant en tête ces enjeux matériels et ce qui a été mis en place. Alors j'en viens justement à la matrice de double matérialité parce que c'est quand même l'élément central de ce rapport de durabilité et donc du coup c'est quelque chose qui va pouvoir courir sur un certain nombre de pages. Mais quelle est notre approche? Comment est-ce qu'on conçoit un petit peu la présentation de cette double matérialité? Alors, la matrice de double matérialité est effectivement centrale puisque c'est celle qui va lister enfin tous les enjeux matériels pour l'entreprise et ce qui signifie également que les enjeux non matériels n'ont pas à être traités dans le rapport. Voilà. Mais et voilà ce que je voulais dire, et ce qui n'empêche pas, par ailleurs, de traiter les enjeux spécifiques à l'entreprise. Alors, on pensait que le rapport de ce fait allait peut-être augmenter la pagination, mais en fait, c'est pas systématique et c'est pas du tout, voilà, puisque les enjeux, encore une fois, non matériels n'auront pas à être traités. Alors justement, parce que c'est des questions aussi qui nous sont parvenues avant. De dire, mais avant, j'avais un certain nombre d'enjeux que je présentais. Un certain nombre de ces enjeux ne sont plus matériels. Qu'est-ce que j'en fais? Je ne communique plus dessus? Je ne fais plus rien dessus? C'est effectivement une question qui est beaucoup revenue dans tous les échanges qu'on a pu avoir avec les différents émetteurs. Alors, pour nous, c'est une question qu'il faut se poser au moment de la matrice de double matérialité. Là, on est déjà un petit peu loin parce qu'on est tous un peu avancés, on est en pleine rédaction. Et effectivement, je pense qu'il y a parfois la possibilité de voir si vraiment on peut pas rattacher, par exemple, sous forme de plan d'action, un enjeu qu'on présentait auparavant et qui n'est plus matériel à un enjeu qui, lui, est matériel. Il y a aussi la possibilité de se dire, il y a peut-être des éléments de notre communication autour de l'ESG qu'on aurait pu mettre ou qu'on peut mettre comme caractéristique d'entreprise, en fait, des entreprises qui font beaucoup de mécénat, par exemple, ça pourrait devenir une caractéristique de cette entreprise au-delà d'un enjeu ESG. Voilà. Force est de constater que maintenant, il faut voir comment est-ce qu'on peut communiquer. Le site Internet peut être aussi un lieu de communication, mais on ne peut plus tout mettre dans le rapport de durabilité. On s'en tient aux enjeux matériels et aux enjeux spécifiques à l'entreprise, mais qui, normalement, sont restreints. Et du coup, alors sur cette pédagogie qu'on va avoir sur la double matérialité, quels sont les 3 points qui structurent un petit peu la présentation de cette pédagogie? Alors, nous, on a retenu 3 points quand on a présenté, dans la manière dont on a mis en scène la matrice de double matérialité. La première chose, on pense qu'il est vraiment important de pouvoir
interroger les parties prenantes. Et donc, on a une partie qui concerne les parties prenantes sur la manière dont on les a interrogées, dont on les a intégrées dans notre analyse. Et on pense qu'au-delà du process de cette interrogation, du process de dialogue, on a besoin aussi d'éléments quantitatifs qui vont venir appuyer le propos et qui vont apporter quelque part de la preuve. Ensuite, le deuxième élément, on pense qu'il faut être aussi, que c'est une bonne pratique de pouvoir présenter la manière dont on a coté chacun des enjeux et la manière dont on est arrivé finalement au résultat final. Et on pense qu'il faut expliquer notamment comment on a défini le seuil, pourquoi on l'a défini. Voilà, ça c'est le deuxième élément. Là, sur la page de droite, exactement. Sur la gravité, la probabilité et les niveaux de seuil. Voilà, de seuil et de cotation. Et enfin, le troisième élément, c'est qu'il faut présenter finalement les résultats. Donc, on va synthétiser l'ensemble des éléments, soit dans un tableau, ça peut tout à fait faire office de matrice. Sous forme de tableau, on va présenter les niveaux de matérialité, qu'elles soient financières ou d'impact, ou soit dans une matrice, donc une formalisation plus graphique. Nous, on a décidé de présenter les deux parce qu'on pense que le niveau d'information est plus granulaire dans un tableau. Et on trouve que la version graphique va offrir à peut-être des lecteurs moins affûtés avec cette lecture tableau une vision un peu plus globale de là où se situent les enjeux matériels de l'entreprise. Ce qui répond aux questions de David et de Clara sur justement est-ce qu'on doit publier la matrice sous forme graphique ou une simple liste suffit. J'ai envie de dire, les deux sont possibles. Exactement. Nous, notre parti pris, c'est de le présenter sous forme graphique parce qu'encore une fois, penser lecteur, il faut penser clarté sur la manière dont on divulgue l'information et que parfois une liste peut manquer de clarté sur ces sujets-là. Voilà, et là, on est allé même un cran plus loin puisqu'on a décidé aussi de présenter sous forme d'un tableau tous les enjeux non matériels pour éviter à un lecteur d'aller chercher des choses qui en fait ne seront pas dans le document puisque on ne va aborder que les enjeux matériels. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a présenté. Ici, sur les enjeux non matériels, considérés comme non matériels au sens de l'IRO 2. Voilà, et nous, ce qu'on conseille, c'est de rajouter une petite justification pourquoi on a considéré qu'il était non matériel. Alors, on continue à feuilleter ce rapport de durabilité et bravo pour tout ce travail qui a été effectué. Et on commence sur la page environnement, on démarre sur le chapitre environnement. Alors, ça m'amène à prendre la question de Lima qui nous dit dans la partie environnementale où positionner la taxonomie verte. Est-ce que c'est en entrée de chapitre ou à la fin du chapitre? Alors là aussi, dans la norme, c'est en entrée de chapitre. C'est comme ça que c'était prévu. Mais là aussi, on voit que les choix sont des choix différents sont faits. Moi, j'ai vu un chemin de fer, pas plus tard qu'hier, où la taxonomie était présentée en fin de chapitre. L'essentiel, c'est que ça y soit. La norme, normalement, le place au début. Bon, nous, on a une approche un peu différente quand on rentre dans un chapitre, c'est que on peut, et moi je pensais vraiment que quand on rentrait dans le vif du sujet sur ces chapitres, on allait avoir un reporting un peu textuel, etc. Et là, je tombe sur une double page ultra graphique avec plein d'informations. On a vraiment le droit de faire ça, en fait? Alors, il n'est pas écrit qu'on n'a pas le droit de le faire. Donc, nous, on l'a fait. Et on l'a fait pourquoi? Parce qu'on pense que tout ce qui peut faciliter la lecture, tout ce qui va pouvoir faciliter le travail du lecteur est important. Et par exemple, traiter l'information sous forme d'un executive summary, ça permet pour des lecteurs un petit peu moins avertis d'avoir un niveau d'information intéressant. Bien sûr que vous allez sélectionner l'information, bien sûr qu'il faut qu'elle soit cohérente avec le reste du chapitre, mais ça permet à un lecteur d'avoir une information assez globale avant de rentrer dans un détail et de voir comment se positionne l'entreprise. On reste persuadé que le rapport de durabilité doit contenir des infographies. En tout cas, c'est ce que nous, on répète à nos clients et penser aussi pour le lecteur des petits chapeaux, des éléments qui vont véritablement pouvoir le guider tout au long de sa lecture. Ok. Il y avait une question qui était aussi intéressante
Que pensez-vous de Magali? Que pensez-vous de scinder les informations de durabilité en 2 chapitres, les informations matérielles d'un côté et les informations non matérielles de l'autre? Alors, pareil, j'ai envie de répéter ce que j'ai dit. Normalement, les informations non matérielles n'ont pas leur place. Dans le rapport de durabilité, voilà. on est d'accord. Oui, c'est une bonne question. Je pense qu'une question à poser, par exemple, aux auditeurs, normalement, ça n'a pas sa place. Très bien, alors on continue et puis alors on avance dans ce chapitre vers le plan de vigilance évidemment et puis on tombe sur les étapes de concordance à la fin du document avec une suite de tableaux sur plusieurs pages. Ça, c'est exigé par la norme, on est d'accord? Alors, il y a une seule table de concordance qui est exigée par la norme et c'est la liste des points de données dans les normes transversales découlant d'autres actes législatifs de l'Union, pour être précise. Voilà. Néanmoins, nous, on en préconise une seconde qui est la table de correspondance des ESRS. Je crois qu'on peut la montrer. Et on suggère également de faire une mini-table des renvois qu'il y aurait dans l'URD pour indiquer justement où sont traitées certaines parties dans d'autres chapitres du document. Et bien sûr, rien n'empêche également de mettre les tables de correspondance GRI, ODD, SASB, etc. Voilà. Et concernant les renvois, on préconise alors d'indiquer le numéro de section sans toutefois aller trop dans le détail pour que les tables de correspondance ne fassent pas des dizaines de pages et néanmoins pour autant renvoyer à des sections précises et ou numéro de page. Mais là, numéro de page, c'est seulement s'il y a des liens qui sont faits notamment via les plateformes, à la section précise, puisqu'on sait qu'un document jusqu'au BAT, on va dire, la pagination est susceptible de bouger, donc ça évite ensuite d'avoir à les mettre à jour en toute fin de production. Et j'ajouterais peut-être que le numéro de section va être de plus en plus utile. Et j'encourage vraiment les entreprises à l'intégrer dans les tables de concordance puisqu'on va de plus en plus vers des documents numériques et que le numérique permet de créer des liens hypertextes. Et là, vous facilitez véritablement le travail du lecteur qui peut vraiment se servir, et on sait qu'il y a des lecteurs qui se servent de la table de correspondance pour aller rechercher l'information. Et là, véritablement, on peut faciliter le travail d'un lecteur à travers ces tables de concordance. Et c'est vrai que du coup, on cite le travail sur plateforme facilite ça avec le fait de pouvoir automatiquement, soit par des numéros de page, soit par des mots-clés, travailler sur justement cette mise à jour automatique, ce qui devient de plus en plus essentiel aujourd'hui. Tout à fait. Très bien, alors on a vu beaucoup d'informations, merci, et j'espère que vous avez trouvé utile qu'on vous partage ces quelques pages. Bien évidemment, on est à votre disposition pour vous en partager plus lors de rendez-vous. Au fond, si on avait les 10 recommandations aujourd'hui, les 10 points d'attention qu'il faudrait retenir de cette présentation sur le rapport de durabilité, quelles sont-elles ? Alors, nous, on a fait une petite liste de 10 recommandations et qui s'appliquent plutôt là à l'instant T dans lequel on est, où toutes les entreprises, en tout cas, qui sont concernées par la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation sont. La première, ce serait d'impliquer les ETI tout au long du process de réalisation. Effectivement, il faut éviter de se retrouver à faire valider son rapport en fin de parcours et se rendre compte que finalement, soit il y a des choses qui ont été oubliées, soit il y a des choses qui n'ont pas été bien faites, et même la structure, la faire valider par l'OTI. Et ça, c'est important, des étapes clés sur lesquelles on va faire valider un certain nombre d'informations à son OTI pour justement éviter de refaire le travail plusieurs fois. Exactement. Ensuite, en tout cas, notre recommandation, c'est bien de rappeler toutes les nomenclatures des normes, ce qui va faciliter le tagging ensuite. Utiliser les renvois pour éviter les répétitions. L'idée, c'est pas d'être redondant dans le rapport de durabilité et on a la possibilité d'utiliser les renvois. Préciser les points de données non disponibles. Ça, c'est une des choses peut-être que nous apprend la CSRD. Elle attend à ce qu'on dise aussi ce qu'on ne fait pas.
on est dans de la transparence et il ne faut pas oublier que le rapport de durabilité, ce n'est pas une exigence de faire, mais c'est plus une exigence de dire. Voilà, bien distinguer, ça c'est un autre point qu'on a constaté dans les échanges que l'on a, c'est les confusions, la difficulté à identifier ce qui est une politique, ce qui est un plan d'action. La politique, c'est vraiment le cadre qui est fixé et qui est validé par une instance de gouvernance. Le plan d'action, c'est sa mise en œuvre. Donc bien faire attention à ces deux termes. Sélectionner uniquement les actions qui ont vraiment qui sont matérielles et qui vont vraiment contribuer à réduire les risques ou les impacts négatifs. Le travail en mode collaboratif, on l'a dit tout à l'heure, c'est important, notamment pour vérifier la cohérence et puis pour engager en fait tout le monde dans ce rapport de durabilité. La neutralité de ton, c'est un attendu de la CSRD. Donc, penser langage clair, je suis sûre que ça peut aider à aller vers cette neutralité de ton. Et puis, bien sûr, avoir en tête le lecteur final qui, lui, va utiliser cette information. Donc, des éléments de synthèse quand c'est possible, des infographies si c'est possible, pour lui faciliter le travail et donner de la valeur à votre information. Et puis, la dernière chose, peut-être c'est de rester pragmatique. On est tous sur un chemin d'apprentissage et donc ce rapport de durabilité idéal quelque part, on est en train de le construire tous ensemble. Et comme tu l'as dit au début, c'est quelque chose qui va évoluer au fil du temps et on est preneur de feedback, preneur de ces conversations qui nourrissent justement cette réflexion au quotidien. Je terminerai par deux choses. La première, c'est on n'a pas répondu, on n'a pas regardé la question sondage, mais vous avez tous, je pense, compris que en fait, par exemple, le modèle d'affaires peut être mis dans plusieurs endroits sans aucun problème. Tout dépend là où on veut mettre le curseur dans l'information. On peut aussi faire des renvois, comme vous l'avez dit. Et la deuxième chose qui est importante qu'on n'a pas mentionnée, c'est que le rapport de durabilité ne veut pas non plus dire une extension de page possible. On a la possibilité de contrôler la pagination de son document en faisant les renvois, en étant synthétique sur un certain nombre de choses. Je pense que ça, c'est un message que je voudrais aussi adresser à nos auditeurs aujourd'hui. C'est ultra important. Je vous remercie, mesdames, pour cet échange passionnant. Et on va en avoir un deuxième échange passionnant sur l'intelligence artificielle dans quelques secondes, sur comment, grâce à l'intelligence artificielle, structurer, organiser son rapport de durabilité. Ne bougez pas. Et c'est notre deuxième table ronde. J'ai été rejoint par deux autres personnes pour cette table ronde. Et avant de les présenter, petite question sondage. Selon vous, concevoir son rapport de durabilité grâce à l'intelligence artificielle, c'est moins 70% et moins 80% de budget qu'un RDD qui va être écrit traditionnellement. C'est moins 30% de temps et moins 20% de budget qu'un RDD écrit traditionnellement, ou 50-50, globalement, un gain de temps et de budget à peu près équivalent. On vous laisse répondre à cette petite question qui va s'afficher pour vous permettre de pouvoir nous donner votre feedback et puis on va revenir dans quelques instants sur cette réponse. J'ai avec moi le plaisir d'accueillir Pierre Le Breton, notre directeur associé en charge de notre département langage. Pierre, merci d'avoir couru pour être à notre webinaire ce matin. Et puis, merci Guillaume Couturas, cofondateur et CEO de Lampi, avec qui nous avons ce partenariat et avec qui nous travaillons sur l'intelligence artificielle, de nous rejoindre sur ce webinaire ce matin. Merci à vous pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Merci. Donc Pierre, peut-être ma première question vers toi, c'est en fait, voilà. C'est quoi ce partenariat? Pourquoi est-ce qu'on le fait? Et puis, qu'est-ce qu'on veut apporter? Pourquoi l'IA? Alors, c'est très simple.
Julien et Gaël viennent de parler de tout le travail qui a été fait pendant des mois sur le fond. Et on ne voulait pas laisser la forme en reste, et notamment sa production. On sait que la CSRD a un impact considérable sur les organisations. Voilà, c'est très disruptif. On sait qu'un certain nombre d'acteurs se sont positionnés, avec ou sans IA d'ailleurs, sur la collecte des données, ce qui est un point important. Mais il ne faut pas oublier le dernier kilomètre. Julia l'a rappelé en préambule, il ne s'agit pas de reporting, mais d'un rapport. Et donc, il faut bien le produire, ce rapport, et le produire pendant une période qui est quand même traditionnellement chargée avec du reporting à tout va. Et donc, l'idée était très simple. On estime que ce rapport, même si on part d'une DPEF, il faut quand même rédiger des dizaines de pages. Ça prend des dizaines de jours de rédiger des dizaines de pages. Comment faire pour aider les sociétés, les entreprises à accélérer ce processus et à simplifier ce processus. Et ça fait un certain nombre d'années qu'on travaille chez Labrador sur l'IA au niveau de la traduction et du langage clair. Et donc, on connaît en fait sa force sur tout ce qui est langage rédactionnel. On en connaît aussi les limites, bon, ça, on en parlera. Mais il nous semblait évident de pouvoir profiter de l'IA pour apporter un gain notable au marché, sur un gain de temps et budgétaire. Voilà. Et pourquoi l'AMPI ? On cherchait un partenaire de confiance qui soit un pure player, en langage clair, de l'IA et surtout une entreprise qui avait la même vision de l'IA que nous, c'est-à-dire une vision responsable et sécurisée de l'IA. On ne fait pas n'importe quoi avec l'IA et c'est pas un gadget et on n'a vraiment pas réfléchi la solution qu'on va vous présenter maintenant comme un petit chatbot qui vous aide à rédiger. Non, c'est quelque chose de plus sérieux, plus poussé. Et encore une fois, l'approche de sécurité des données de l'AMPI a été pour nous un critère décisif de choix. Parce qu'au fond, l'IA, c'est pas ce qu'on fait avec, mais c'est comment on le fait. Et c'est ça qui est quand même important. Alors Guillaume, je me retourne vers toi parce que on va regarder dans quelques instants un petit peu comment ça se concrétise. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement comment tout ce travail va, qu'est-ce que ça va apporter au bout, quel est le process de toute cette organisation grâce à l'IA et comment je peux demain. J'étais l'autre jour avec un client qui me dit ah ben c'est super, vous avez l'IA, je vous donne mes datas à midi, à 13h, j'ai un rapport de durabilité. On en est peut-être un peu pas là, mais en tout cas, comment est-ce que tout ce process va nous permettre de, comme l'a dit Pierre, gagner du temps et gagner sur, en tout cas, faire en sorte de pouvoir maîtriser les budgets face à cette nouvelle directive qui est forcément assez compliquée pour nos clients. Yes, alors on n'en est pas très loin sur l'exemple du client, on n'en est pas très loin, mais bon, il y a un grand travail d'orchestration et d'organisation. Et comme disait Pierre, il y a une approche très sérieuse à avoir. Aujourd'hui, tout le monde connaît et tout le monde fait un petit peu joujou et d'époque avec du chatbot, notamment aussi avec des documents. Et nous, on a une approche au sein de l'AMPI.ai complètement confidentielle et une approche dédiée, souveraine, de bout en bout. On peut vraiment se déconnecter, être dans un bunker et tout fonctionne. Donc ça, c'est la première chose. Mais au-delà d'aller sur juste du chat avec de la donnée, pourquoi on cherche de l'information ? C'est pour en faire quelque chose, c'est pour produire du contenu qui doit véhiculer un message. Donc, ce que nous, on fait, on a une approche, ce qu'on appelle agentique. Qu'est-ce que c'est les agents ? C'est vous avez un objectif, réaliser une tâche, par exemple un rapport CSRD, et vous allez lancer un agent qui va faire des centaines, des milliers d'itérations et qui va être orchestré par l'humain toujours et qui va pouvoir être piloté, qui à la fin, en quelques heures, va pouvoir produire une première version de votre travail, si l'agent peut avoir des actions. Et donc, dans le cadre du partenariat avec Labrador, on a co-construit pendant plusieurs mois ensemble une approche d'un agent évidemment responsable confidentiel avec une infrastructure dédiée, souveraine, avec un modèle dédié également exprès qui a été entraîné pour ce cas d'usage et qui répond avec toutes les contraintes qu'on peut avoir, qui est prêt pour les AI Act. On a tout fait au maximum de manière très très bien, avec de la donnée synthétique. On a entraîné, on a fait quelque chose de très qualitatif et on va pouvoir voir après la démonstration. Et le but, c'est de pouvoir avoir une version 0
très rapidement en production et de pouvoir augmenter en qualité et augmenter les équipes de Labrador pour augmenter le client final, pour le permettre de se concentrer sur la qualité et le message qu'il véhicule au quotidien à travers le reporting. Bon, on a hâte en fait de regarder un petit peu tout ça. Donc, je crois que vous êtes venu, tu es venu ce matin avec voilà, une petite démo. On va pouvoir la montrer à tout le monde, que nous commenter un tout petit peu ces choses. Yes, avec plaisir. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, on a un rapport Excel. En fait, c'est ce qui va être piloté par les équipes de Labrador, donc qui vont co-construire avec vous et collecter les différents points de données. Une fois que ces points de données sont bons, on va venir charger cet Excel au sein de l'interface de l'AMPI. Donc ça, ce que vous voyez, c'est vraiment dédié pour les équipes de Labrador qui vont venir réaliser le travail. Donc l'agent, la donnée est chargée, l'agent va être lancé. Ici, on va voir, on va sélectionner l'agent CSRD dédié à Labrador, à nouveau avec l'infrastructure qui est dédiée. On va taper le nom de l'entreprise du cas présent, la langue. On peut switcher, on peut être multilangue instantanément. Donc, on peut le faire en français et en anglais. Exactement, on peut même parler de bien d'autres langues. C'est pour ça que sur le vif, on peut évidemment le faire en plusieurs langues. Exactement. Donc, l'agent est lancé, il va itérer pendant plusieurs heures. Ça va être des milliers d'itérations. Donc, imaginez le temps que ça prendrait pour un humain déjà juste de faire ça. Ça peut produire des tableaux, du contenu réel. Et en fait, hop, petite pause, parfait. Et là, ce qu'on voit en fait, c'est un extrait, donc un extrait avec de la donnée ici fictive évidemment, mais qui correspond totalement au cas d'usage. Donc, vous avez 100% de votre contenu. Donc, vous pouvez avoir une centaine de pages qu'on a co-construites pour réaliser ce contenu. Et donc là, vous voyez sur chacune des lignes, les équipes de Labrador peuvent vérifier la source. Il n'y a pas d'histoire d'hallucination ou ce genre de choses. Chaque phrase qui est rédigée est double checkable instantanément par les équipes et peut être corrigée et augmentée. Ça donne une très bonne V0. Et après, il y a le savoir-faire évidemment de Labrador qui connaît pour bien véhiculer le bon message. Mais ça fait gagner énormément de temps. Et des experts, bien sûr, dont on connaît toute la qualité. Évidemment. Et donc là, on peut voir aussi un petit extrait qui est les équipes vont être augmentées pour pouvoir interagir et augmenter en qualité avec l'IA et encore plus les accélérer. Donc là, par exemple, on passe un bloc de texte sur un certain format et automatiquement, le passage est fait. Donc, ça vient aussi augmenter en qualité et en rapidité les équipes et les experts. Moi, j'ai une question là, de Mathéo que je trouve intéressante. C'est comment est-ce qu'on gère les données qu'on va considérer comme sensibles pour l'entreprise? Alors, nous, il n'y a pas vraiment de sujet parce qu'en fait, l'infrastructure ici est dédiée. Donc, on a l'habitude, on travaille sur des transactions à plusieurs millions d'euros, des sujets défense et autres. Donc, on est très habitué à ça. Vous pouvez connecter vos données. Après, ces données-là ne sont jamais… On n'entraîne pas les modèles avec. C'est de la donnée qui est connectée. Donc, elle est utilisée pour vous générer votre rapport. Et 2 secondes après, vous pouvez la déconnecter. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet. Et c'est dans un environnement souverain sur une infrastructure dédiée. Donc, rien ne sort. C'est ça qu'il faut dire. C'est un environnement fermé. Ce n'est pas de la donnée qui est… C'est pas ChatGPT. Voilà. C'est pas ChatGPT. Exactement. Super. Alors, on va peut-être revenir à cette question sondage. On va voir la réponse de nos participants ce matin qui nous disent quoi? Globalement, on a à peu près la même… Alors, c'est intéressant. Hein. On a à peu près la même proportion de personnes qui pensent que la conception de son rapport grâce à l'IA va générer 50% de temps et 50% de budget en moins. On a à peu près la même proportion, donc 40%, qui va dire c'est entre 20 et 20% de budget en moins et de temps en moins. Et puis, un petit 20% pour 70% de temps et 80% de budget en moins par rapport à une écriture traditionnelle. Moi aussi, je pense que 70% de temps et 80% de budget, c'est quand même gros. Moi, j'aurais misé 50-50. Pierre, j'attends la réponse. Alors, parce que je ne l'ai pas. Donc, Alors, on va jouer sur les mots. Le 70-80 sur le poste de rédaction est avéré. D'accord. Donc, c'est massif. Sur ce poste de rédaction, l'IA va considérablement accélérer le processus construction de cette sur V0. la rédaction de la V0 qu'on va plutôt appeler V1 en fait, pour ne pas la mélanger avec des V0 qui peuvent être sous format divers. Mais voilà, c'est donc une V1 du rapport de durabilité. Et donc, voilà, des semaines
et on va la produire en une semaine, tout compris, chez Labrador grâce à l'IA. Et le budget est considérablement réduit également. Ensuite, si on regarde le process global de production du rapport de durabilité, peut-être que le 50-50 est plus approprié. Voilà. En tout cas, il y a un gain, et il y a un gain Énorme. notoire. Et j'ai presque envie de dire pour l'instant 50-50. Exactement. On travaille pour améliorer, aller plus encore en amont sur la chaîne de valeur. Et je pense qu'on arrivera à des chiffres encore plus élevés. Bon, alors là, il faut nous en dire plus, hein, Guillaume. Non, je peux pas. Plus en détail. Non, mais c'est Pas bien. pour l'instant. Mais c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi la prochaine étape aujourd'hui? Comment est-ce qu'on pourrait encore aller plus loin? Pardon, mais là, on pourrait aller plus loin sur des sujets. Qu'est-ce qui, au fond, hein, on sait que le nerf de la guerre aussi, c'est de pouvoir aller plus vite sur la comparabilité. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça encore? Sans divulguer aucun secret, bien sûr. Guillaume a parlé d'amont, c'est clairement quelque chose sur lequel on travaille. La comparabilité, tu l'as mentionné, c'est évident. La comparabilité et la cohérence des données. Donc, l'IA est très forte pour faire des contrôles et des contrôles qualité, et donc des contrôles de cohérence. Ensuite, là, on est sur le rapport de durabilité. On est en train d'ouvrir une fenêtre sur des assistants de rédaction documentaire. Donc, voilà. Je lance un pavé dans la mare sur le DEU dans son ensemble. Alors ensuite, il faut faire bien attention. Pourquoi est-ce qu'on a pris le rapport de durabilité pour faire ce projet? Parce qu'il s'agit d'une information très structurée. Et donc, voilà, l'IA fonctionne très bien avec. Les autres chapitres du DEU, c'est quand même moins le cas. Mais on est persuadé qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Okay. Et c'est quoi ces limites? Parce qu'on parlait tout à l'heure de limites. Du coup, c'est quoi quelque part la limite? C'est qu'on n'est pas sur quelque chose qui est, soyons clairs, 100% réalisé avec l'IA. C'est-à-dire qu'il y a quand même toute l'amélioration. Encore une fois, comme on disait, c'est pas ce qu'on fait, mais comment on le fait. Et c'est toute l'amélioration qu'on va y apporter. C'est peut-être ça la limite que j'y vois. Et une vérification humaine derrière, quoi qu'il se passe. Exactement. Toujours l'approche human in the loop, pardon pour le langage clair, mais c'est toujours l'humain dans la boucle à chaque fois. L'IA, ici, on l'a entraînée pour qu'elle soit bonne en langage clair, qu'elle réponde à toutes les contraintes, qu'elle réponde à la contrainte de temps de rédaction, que la contrainte réglementaire au niveau de la structure. Après, il y a des certaines limites. C'est pas encore bon à 100%, mais c'est quand même très bien. Et il y a une certaine expertise qu'elle ne peut pas avoir à court terme. Après, avec le temps, ça s'améliorera. C'est aussi il y a une constante itération de notre côté pour monter en qualité et encore plus accélérer la qualité du message à produire. On parlait de langage clair. Est-ce que l'IA écrit en langage clair? Eric, est-ce que tu penses vraiment que j'ai laissé Guillaume produire? C'est une question que nos internautes peuvent se poser. Bien entendu. Je crois que c'était même la deuxième contrainte, après la confidentialité évidemment, c'était le langage clair, c'était la première chose qui a été… Parce qu'on rappelle, la clarté, c'est une source de confiance pour le lecteur et de confiance du lecteur envers votre entreprise. C'est très, très, très important. Quentin nous demande, d'après ce que je comprends, il y a un fichier Excel magique qui est utilisé par l'IA pour produire la V1 de qualité. Que mettons dans ce fichier? Que dois-je fournir à Labrador pour remplir ce fichier Excel? En fait, je vais répondre et puis vous pouvez compléter, mais globalement, le fichier magique, c'est vos 1172-18 points de reporting que vous allez nous donner avec l'intégralité de ces données-là que nous, on va formaliser dans un template qu'on a défini en termes d'environnement de travail pour aller ensuite interroger l'IA sur ce sujet-là. Si j'ai bien compris, j'ai bien fait mes devoirs. C'est ça. Et j'ai bien compris la manière dont c'est procédé. Donc, très concrètement, le pôle conseil de Labrador va récupérer vos points de données avec les politiques, les plans d'action, intégrer ça dans le modèle Excel, enfin voilà, c'est un modèle que l'on passe à l'agent IA et c'est ce modèle-là qui est consommé, entre guillemets, par l'agent IA et ce qui permet ensuite, en très peu de temps, d'avoir
une V1 rédigée sous Word, et c'est cette V1 que l'on confiera à un consultant Labrador pour une revue avant livraison chez le client. Voilà. Et donc, pour revenir sur l'aspect sécurité des données, nous demande Catherine, est-ce que cet environnement IA, cet agent IA peut être connecté avec des applications tierces? Alors, nous, au sein de notre quotidien, évidemment, on a des connecteurs, donc on peut s'interfacer avec des Google Drive, des Teams, des SharePoint, il y a zéro sujet là-dessus. Après, je vois qu'il s'appelle Sur diverses plateformes. Diverses plateformes. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ça dépend, on fait au cas particulier. Ici, dans le cas présent, je pense que le sujet, c'est l'argent CSRD. Donc, on va garder l'approche qu'on a aujourd'hui. Après, on peut discuter en parallèle pour d'autres sujets. Voilà, tu parlais de ce qui est à venir. Voilà, c'est peut-être la connectique et peut-être justement une piste. Super. Très bien. Merci, messieurs, pour ces éléments. Je préciserai juste, pour que ça soit bien clair, l'agent est fonctionnel. Donc, il est prêt à… Voilà, il est prêt, c'est-à-dire que si on reçoit vos points de data aujourd'hui, dans 1 heure, vous avez votre rapport de durabilité. Peut-être pas 1 heure. Bon, en tout cas, merci. Je suis sûr que nous vous tiendrons au courant de toutes ces avancées au fur et à mesure où elles se passent. Comme vous savez, l'innovation aussi chez Labrador, c'est l'élément important. Je vous donne pour conclure cette matinée quelques prochains rendez-vous à ne pas manquer. Tout d'abord, jeudi 28 novembre, nous avons les Transparency Awards Ethics and Compliance qui vont récompenser les entreprises pour leurs documents éthiques et conformité. Nous avons le 4 février nos Transparency Awards Asset Management. Nous retrouverons bien sûr cet été les Transparency Awards pour la nouvelle édition finance. Prochainement, on attend encore la date, on attend encore de fixer une date dans les prochaines semaines avec un panel assez intéressant sur toutes les questions que vous vous posez encore sur la CSRD. Il y aura un nouveau webinaire. Regardez bien vos boîtes mail, vous recevrez ces invitations. Et donc, j'en termine pour vous remercier pour votre participation. N'hésitez pas, on va vous envoyer ici, vous partager quelques éléments, notamment si vous souhaitez qu'on vous présente le rapport de durabilité, n'hésitez pas à pouvoir nous le dire. Et donc, c'est ultra important. On pourra derrière vous recontacter, organiser des rendez-vous spécifiques pour discuter de vos spécificités. Et puis, quelques questions supplémentaires, un petit peu de sondage sur ce que vous avez retrouvé d'intéressant dans le webinaire, les choses ou les thématiques que vous souhaiteriez que l'on développe dans les prochains webinaires. N'hésitez pas à nous les transmettre. C'est de l'information. En fait, on fait ces webinaires pour vous. Donc, c'est important qu'on puisse avoir cette information-là. Je vous remercie encore d'avoir été si nombreux ce matin et d'être restés jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.